Bonjour à toutes et à tous. Vous nous entendez bien, merci d'être là. Merci d'être venu aujourd'hui sur Tech Fest. On est très heureux de pouvoir vous proposer une cinquantaine de tables rondes avec 200 intervenants. C'est des moments importants pour nous, organisateurs, puisque notre rôle, vous l'avez entendu ce matin, c'est de faire le lien entre les acteurs du territoire. Et sur Tech Fest, ça ne vous étonnera pas si on parle de tech, si on parle d'entreprises naissantes, que l'on appelle aussi start-up, et si on parle de financement. C'est pour ça que je suis très heureux d'animer cette table ronde aux côtés des Grenoble Angels, avec Philippe Raz à ma droite qui préside. Bonjour Philippe. Bonjour Georges, merci de l'invitation. Mais avec plaisir. Henri Sor, qui est dirigeant de Glycobar. Bonjour Henri. Bonjour. Et Olivier Lambert, qui est CEO de Vates. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, les Grenoble Angels, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais je pense que, comme on dit, le public est acquis à la cause, j'ai l'impression. Mais en tout cas, si vous ne les connaissez pas, le rôle des Business Angels, on va essayer de le définir un petit peu, d'en définir les contours, parce qu'il y a beaucoup d'imaginaire. Et puis il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Être Business Angel, ce n'est pas forcément uniquement ce qu'on pense, et vous verrez. C'est ce qu'on va vous expliquer pendant ces 45 minutes qu'on va passer ensemble. Et avant de donner la parole, je pourrais le faire à Philippe Raz pour qu'il nous fasse un long discours sur les Grenoble Angels. On a choisi de ne pas lui donner la parole tout de suite, mais donner la parole justement à ceux que Grenoble Angels finance. Et je vais commencer par vous, Olivier, parce que vous avez une aventure avec les Grenoble Angels. C'est beau, ça, une aventure avec les Grenoble Angels. Hein, ça se passe bien, l'histoire est belle? L'histoire est belle, elle est aussi pleine de rebondissements et ça a été un cap important pour nous, en effet. Ouais, mais c'est ça, la vie de couple. Hein. Ça date depuis 2015, donc 8 ans d'amour. C'est ça, exactement. Ils ont été présents avec nous dans une phase critique, on va dire, de la société, où il nous a fallu nous aider à franchir un cap, en fait, à faire un pivot dans notre activité, dans notre business, de passer d'une activité d'intégrateur à éditeur. Et en fait, c'est vers eux, vers qui on s'est tourné et qui nous ont aidés, permis de passer ce cap. Alors, racontez-nous déjà ce que vous faites. À quel moment ça s'est passé avec Grenoble Angels? Parce que c'est ce qu'on va faire. On va beaucoup parler de vous. Ici, on parle beaucoup des entreprises, des startups. Alors, quelle est votre spécialité? Quel est votre cœur de marché? Comment ça s'est fait? Est-ce que vous êtes ingénieur ou pas? Je croise beaucoup d'ingénieurs, allez savoir pourquoi. Comment ça s'est passé pour vous? Quelle a été votre idée de départ et où vous en êtes aujourd'hui? Alors, donc l'histoire, elle date d'il y a un petit moment. En fait, après 1 ou 2 ans de salariat à la fin de mes études, on a décidé de monter une structure avec 2 associés. Donc une société qui s'appelle Vates, qui a été donc créée en 2012. Et on a d'abord été intégrateur de logiciels open source. Voilà, le terme est un peu barbare, mais bon, à Grenoble, les gens savent ce que c'est. Et finalement, par une opportunité de marché qui s'est présentée devant nous, on a décidé de devenir nous-mêmes éditeurs de logiciels, donc de fabriquer nos logiciels à nous, et ensuite de les vendre sur un business model classique du support. Vous utilisez le logiciel, vous avez besoin de support, vous venez nous voir. Donc passer de cette étape d'intégrateur à éditeur, ça nécessite de prendre du temps pour développer votre solution pendant que vous n'avez plus de revenus liés à votre activité précédente. Et donc pour faire cette bascule, ce pivot, il a fallu le financer. Et donc on s'est dit comment on va financer ça. Il va nous falloir lever des fonds. On n'a aucune idée. Moi je viens de la technique. À l'origine je suis administrateur réseau et système, donc le monde de l'informatique, de l'IT. Et les associés avec qui j'étais, avec qui on a fondé la société, c'est pareil, c'est des gens de la technique, donc on ne vient pas de la finance, de la compta ou du marketing ou du commerce, on ne connaissait rien. Et donc l'idée c'était d'aller voir des gens qui ont une expertise pour nous aider justement à faire cette transition avec des fonds évidemment, mais beaucoup plus que ça au final. Alors, quel est le moment dans la tête de quelqu'un qui a déjà un job, qui a une idée, je schématise, mais c'est mon travail, qui développe ça pendant son boulot et qui à un moment se dit c'est bon, je peux me lancer. À quel moment vous faites ce choix-là? Et je pense, parce que c'est peut-être une manière d'y arriver, à quel moment on décroche son téléphone, on dit les gars, il faut nous aider? C'est une très bonne question et c'est pas facile d'y répondre. J'allais dire déjà, nous, la création de la société, elle est venue parce qu'il y avait une vraie volonté de faire les choses à notre manière. On avait 1 ou 2 ans de salariat derrière nous, ce qui n'est pas énorme, mais ça nous a suffi pour nous dire, voilà, on veut faire les choses à notre façon. Et ensuite, quand on a eu ce pivot, effectivement, de par des connaissances qu'on avait déjà, nous ont dit, voilà, moi je connais les Grenoble Angels, où j'en fais partie, ils peuvent te donner un coup de main. Et surtout, comme je disais, nous on était humbles sur nos compétences, on était très forts dans la technique, mais sur tout ce qui était financier, administratif, compta, etc., on partait presque de rien. Donc il a fallu effectivement trouver un réseau de confiance et c'est pour nous ce qu'a été les Grenoble Angels en fait. C'était trouver des gens qui vont pouvoir nous aider à franchir ce cap. Alors,
à ce moment-là, vous étiez à un niveau de chiffre d'affaires qui était relativement faible. Et aujourd'hui, on en reparlait tout à l'heure, vous êtes pas loin des 3 millions de chiffre d'affaires et vous êtes 40 collaborateurs. Exactement. Donc au moment du pivot, on n'était que les 3 associés en 2015, fin 2014, début 2015. On était sur à peine 100 000 euros de chiffre d'affaires. On arrivait avec une nouvelle idée, un nouveau projet. Donc c'était quasiment une deuxième naissance pour l'entreprise. Et à ce moment-là, effectivement, on savait que c'était très différent, c'était plus des clients locaux, il fallait créer un produit, il fallait créer une marque, il fallait vendre à l'international. Il y avait beaucoup de défis et c'est quelque chose où tout seul, on ne pouvait pas y parvenir. Et donc c'est là où on s'est dit, on a vraiment on s'est rendu compte de ça et qu'on avait besoin effectivement d'aller vers des gens qui avaient cette expérience. Et en fait, ça nous a permis de découvrir que les Grenoble Angels, ce sont des gens assez différents, qui ont des expériences professionnelles différentes et qui ont eu un regard ou qui ont vécu ces choses-là. Et donc c'est ce vécu-là qu'on a pu utiliser nous pour s'améliorer et faire ce pivot, quoi. Alors Philippe, on va en parler maintenant. Oui. Les Grenoble Angels maintenant sont passés de l'adolescence de l'enfance à l'adolescence. Vous êtes majeur, vous avez 18 ans depuis l'an dernier. Non, depuis quand? Redites-moi. On a fêté nos 18 ans d'existence. En novembre, je crois. En novembre, au Stade des Alpes. Donc 18 ans, c'est l'âge de la maturité, on va dire. Ouais, ça le comble, hein. Vous êtes si nombreux On que a ça, fait une belle soirée pour fêter au Stade des Alpes notre anniversaire avec tous nos partenaires, les startups accompagnés, nos membres. Voilà, c'était une belle soirée dont j'ai de très bons souvenirs. Alors quand on vient vous voir, quand Olivier vient vous voir ou les autres, comment ça se passe? Décrivez-nous le process, parce que bon, vous savez, dans ma tête, moi je vois Olivier qui décroche son téléphone, il cherche Grenoble Angels sur Internet, pas Minitel, hein, il y en a, mais c'est Aconit qui montre les Minitel, mais ça s'est passé. Il tombe sur un numéro de téléphone, comment ça se passe en fait, concrètement? Alors, il faut déjà démystifier ce que c'est qu'un Business Angels. Et aujourd'hui, en 2024, un peu tout le monde le sait, mais en 2005, quand Grenoble Angels s'est créé, tout le monde ne le savait pas. Et donc en 2015, on n'a pas changé nos façons de faire, mais on les a bonifiées quand même un peu. Qu'est-ce que l'on est? On apporte 3 choses: du capital au moment de l'amorçage, au moment du risque important. Comme vous l'avez entendu, à un moment donné où le chiffre d'affaires était à 100 000 et qu'il y avait besoin de faire un pivot et qu'il fallait le financer. Et on apporte des compétences et des connexions. Donc on apporte 3 choses: capital, compétences et connexions. Quelques business angels, dans votre cas, ont accompagné la société Vates. Des gens qui, par exemple, chez nous, avaient fondé des startups bien connues à Grenoble, comme Bonitasoft, qui ont ces compétences, qui l'ont fait, qui l'ont déployé à l'international, et qui ensuite, en tant qu'investisseurs privés de proximité et très patients dans le temps, business angels, l'ont transmis une fois qu'ils ont commencé à écouter, comprendre, analyser le dossier. Alors comment on le fait? Tous les mois, chez nos partenaires, nous avons une séance plénière où 4 à 5 startups viennent nous rencontrer, partager leur futur, leur développement, leurs projets. Donc on reçoit à peu près par an, rien qu'à Grenoble, 240 dossiers, et on va investir et accompagner entre 15 et 20 de ces structures. Et donc dans les 3 éléments qu'on apporte, le capital, c'est une chose importante, mais c'est peut-être pas la plus importante recherchée, si je peux le dire, à ce moment-là. Mais c'est important parce que ça va amener d'autres à le faire. Je vois quelques banques ici qui sont nos partenaires, qui vont ensuite pouvoir apporter de l'argent en financement de dette. La BPI qui également abonde à nos accompagnements, et donc ça se fait de manière naturelle. Et donc ce qui est important à retenir de ce que Olivier a expliqué, c'est que c'est au moment de l'amorçage, et ce qu'on appelait avant l'equity gap également, c'est-à-dire là où on n'en a plus besoin et où on a besoin de ces 3 choses. C'est-à-dire qu'à un moment, au-delà de l'argent, hein, c'est pas un gros mot, vous avez cherché, je me souviens de vos paroles tout à l'heure, un accompagnement. Alors, je ne suis pas là pour dire que c'est formidable, hein, ils sont bienveillants, etc. Une relation quand même à un moment concrète qui consiste à avoir besoin d'argent. Mais ça veut dire que l'idée, c'est pas uniquement de demander du pognon. Pardon pour le mot, hein. Non, mais c'est tout à fait exact. Et en fait, pour nous, ça a été beaucoup plus que ça. Donc, ça a été dit, débloquer des fonds. Quand c'est des investisseurs privés qui mettent eux-mêmes de l'argent, ça aide à débloquer du crédit bancaire. Parce que pour le banquier, effectivement, s'il y a des gens qui ont mis de l'argent, ça paraît beaucoup plus simple. Donc quand on fait la somme des opérations, déjà financièrement, c'est pas que l'argent des business angels, c'est la confiance que ça génère par rapport à le fait d'emprunter et de faire de la dette. Donc c'est aussi un levier multiplicateur. Mais l'accompagnement, j'allais dire que pour nous, ça a été de loin le plus important. Parce que d'abord, ils sont près de nous. Nous, la société, elle est basée à Grenoble. Les business angels sont à Grenoble. Ça paraît
bête comme ça, mais c'est beaucoup plus facile de se voir. On a fait régulièrement des petits apéros en fin de journée dans nos locaux, où ça a été un moyen d'échanger avec l'équipe qui nous a suivis. Donc pour reprendre un peu le process, ça a été simple. On a fait un pitch, on est allé expliquer ce qu'on faisait en plénière, et on a vu qu'il y avait une équipe de 4-5 angels qui étaient intéressés par le projet, et qu'on dit ok, le projet m'intéresse, je vais aller dans le projet, mais c'est pas juste je vais mettre un billet, c'est je vais discuter avec eux, je vais échanger, je vais donner cette expérience. Et on a créé une relation où on s'est vu très régulièrement pendant presque 4-5 ans d'affilée, pour vraiment s'assurer que dans notre développement, on récupérait les meilleures idées, cette transmission du savoir. Et pour moi, c'est quelque chose qui a été très important. Ça nous a fait gagner énormément de temps. C'est plein d'erreurs qu'on aurait pu faire, où on nous a dit, là, attention, il y a ci, là, préparez, par exemple, d'avoir des métriques, de mesurer votre business. C'est des choses, on n'en avait aucune idée. Et ça, cet accompagnement-là, pour nous, il vaut beaucoup plus encore, j'allais dire, que la somme qui a été levée à l'époque, même si déjà, elle nous a aussi permis de débloquer du crédit, par exemple. Philippe, on va revenir un petit peu sur Grenoble Angels. Donc Business Angels, on a compris, hein, il y a l'argent, d'accord, mais il y a aussi l'investissement personnel que font ces particuliers. On précise, vous êtes tous... Oui. Alors d'abord, combien êtes-vous à Grenoble? Combien êtes-vous en France? Et vous avez tous un statut spécifique, vous êtes de la société civile. Oui, alors nous sommes bénévoles. Moi, je suis président bénévole de l'association. Je suis en activité professionnelle. C'est une association, en fait. Hein. Une association qui... C'est pas un fonds, c'est pas... Ah non, pas du tout. On est un ensemble de 100 personnes qui allons de manière bénévole faire cela. Dans nos membres, vous avez des gens qui ont été dirigeants eux-mêmes, qui ont soit encore l'activité et sont à la tête de leur activité, soit l'ont vendue, ou des cadres de grands groupes. Et Dieu sait qu'ici, nous avons l'opportunité d'avoir beaucoup de grands groupes dans la tech, ou pas dans la tech d'ailleurs, qui puissent proposer des membres dans notre association. Donc à Grenoble, on a la chance d'être là sur le territoire depuis 18 ans, mais on fait partie d'une fédération qui est France Angels. France Angels a une soixantaine d'associations dans les territoires. Chacun d'entre nous travaille notre territoire. Nous sommes les Business Angels de l'Isère. On a accompagné en 18 ans 120 sociétés, financées 200 fois chaque année. Et on correspond à une communauté de 500 personnes qui toutes, pendant un temps, ont été membres ou le sont encore, et qui font ça parce qu'ils ont envie de rendre ce qu'ils ont appris eux-mêmes dans leur vie professionnelle. Moi, je travaille dans un grand groupe américain technologique, d'autres vont être du domaine médical, et voilà. Donc notre spécificité et notre thèse d'investissement, c'est l'Isère, et de le faire en amorçage au moment où il y a encore beaucoup de risques et ce besoin de compétences et de connexion. En France, en 2022, France Angels, ces 64 associations, ont investi dans 298 startups, à peu près 60 millions d'euros. En 2024, avec le nouveau projet de loi de finances, l'objectif est d'aller progresser, d'aller porter et proposer aux business angels, aux personnes physiques, de le faire encore plus, puisque chacun d'entre nous, nous pouvons avoir des intérêts fiscaux à le faire également. Mais on ne le fait pas pour ça. On le fait vraiment pour rendre et pour pouvoir être dans l'accompagnement et de la durée de manière bénévole. Notre structure est pilotée par 2 personnes salariées, un délégué général et un deal flow manager, et on travaille en mutualisation sur tout le sillon alpin, en Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a 11 associations, ou avec toutes les associations en France. Dont au hasard l'association savoyarde qui est présente et que j'aperçois au loin et qui est au téléphone. Il y en a là. Exactement. Bien, on va raconter une autre histoire d'entreprise, parce qu'en fait, on dit start-up, on a plein de mots anglais, mais vous voyez, c'est une association et vous êtes des créateurs d'entreprise. Donc c'est bien aussi quand on peut parler la langue de Voltaire, c'est plutôt pas mal. Henri, vous avez une autre spécificité, on passe du logiciel au médical. Et vous, c'est pareil, vous avez commencé à travailler sur quelque chose de très particulier, vous allez nous décrire, en fait, parce que c'est une niche, mais c'est là qu'on voit qu'on peut faire une entreprise à partir d'une niche, parce que votre marché, c'est pas Amazon. Hein. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors, donc je parle de l'entreprise qui s'appelle Glycobar et qui exploite une technologie qui, à la base, a été développée par le CNRS. C'est pour ça qu'on appelle ça Deep Tech. C'est qu'en fait, il y a des chercheurs qui ont regardé vraiment très, très profondément dans le détail de la technologie comment faire. Et donc, on exploite des bactéries qui sont modifiées génétiquement et qui vont avoir la caractéristique de fabriquer une cellule, un sucre en l'occurrence, qui est le même que celui qui caractérise les groupes sanguins. Quand on a un groupe sanguin A, on a à la surface de nos hématies une petite cellule qui est un antigène groupe sanguin.
Et avec nos bactéries modifiées génétiquement, on va fabriquer le même antigène. On va faire un peu de chimie là-dessus. Et cet antigène, il va permettre d'éliminer les anticorps qu'il y a dans le plasma. Donc on va se retrouver avec du plasma qui est universel, c'est-à-dire qu'il est compatible avec n'importe quel receveur, quel que soit le groupe du donneur. Voilà, il y a d'autres applications également. On peut faire des greffes d'organes entre donneurs et receveurs non compatibles. En fait, quand on a un receveur qui attend un rein, typiquement, ça se fait beaucoup sur les reins, il y a plein de fois où il y a un rein qui est disponible. Malheureusement, il n'est pas du bon groupe sanguin. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on dérive le sang du receveur et puis on va éliminer tous les anticorps de son plasma de façon à ce qu'il puisse accepter un organe qui n'est pas de son groupe sanguin. Là, c'est une application également. Et là, en fait, on a un client qui travaille déjà avec un produit qui est sur le marché. Bon, à part le fait que vous sauvez des vies, tout va bien, quoi. Voilà, mais effectivement, voilà. Alors, vous disiez que c'était une niche. C'est pas une si petite niche que ça. C'est quand même un marché qui fait plusieurs centaines de millions d'euros. C'est pas une petite niche, mais c'est pas non plus le marché de Google, c'est certain. Vous me disiez pendant qu'on préparait cet entretien que vous vous êtes adressé à des fonds. Je crois que vous étiez vous-même, ou vous êtes peut-être encore un business angel, parce que effectivement, en anglais, on enlève le S quand il n'y a qu'une personne, c'est normal. Il y a une différence entre un fonds, quand on sollicite un fonds, et quand on sollicite un business angel. La différence fondamentale, c'est quoi? Oui, absolument. Donc effectivement, moi j'ai fait partie de cette association pendant de nombreuses années. On se connaît avec Philippe depuis fort longtemps. Donc quand j'ai eu besoin d'argent, ça a été relativement naturel pour moi d'aller voir cette association à laquelle j'ai appartenu pendant longtemps. Et puis effectivement, ce que vous dites est très très pertinent. Les fonds et les business angels interviennent à des niveaux qui sont complètement différents. Un fonds, ça va vous ancrer dans un sillon qui est beaucoup plus professionnel, avec des réseaux, des grosses sociétés, etc. Alors que le BA, quelque part, l'avantage, c'est lui. L'avantage, c'est sa personnalité, c'est ce qui nous aide à faire. Voilà, c'est complètement différent. Ensuite, il se trouve qu'il y a des tas de fonds qui sont un petit peu bloqués par des contraintes structurelles. Des contraintes structurelles qui font que ils n'interviennent pas sur un dossier même s'ils le trouvent bien, parce qu'il n'y a pas le bon niveau de chiffre d'affaires, il y en a trop, il n'y en a pas assez, c'est pas le bon thème, etc. Et les BA, au contraire, ont une polyvalence qui est extrêmement forte. En fait, c'est un peu trop chirurgical, un fonds, quoi, si je peux me permettre. En fait, c'est difficile de trouver un fonds qui est capable d'intervenir pile sur la thématique qui est la nôtre. Alors nous, il se trouve qu'on a trouvé un fonds, et d'ailleurs il y a une représentante ici qui va nous accompagner également, mais la combinaison d'un fonds professionnel et de BA, c'est une structure qui est tout à fait intéressante. On parle de complémentarité, bien sûr, Philippe. Oui. Alors en fait, quelque chose de très important à dire, le monde il a changé en 18 ans. Aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement en seed qui sont à nos côtés pour investir. Vous pouvez expliquer les fonds d'investissement en seed pour ceux qui ne connaîtraient pas? Au moment de l'amorçage et très tôt pour pouvoir suivre longtemps. Merci. Quand on travaille ensemble de manière collective, que ce soit les business angels, et nous sommes les artisans de l'accompagnement. On est artisans, alors qu'un fonds d'investissement va avoir un professionnalisme dans l'analyse. Il est très recommandable et très recommandé, si on est entrepreneur, d'abord d'aller se faire la main avec des business angels, parce qu'ils vont vous accompagner et puis ils vont vous amener à cette étape beaucoup plus professionnelle où s'ils allaient directement voir les fonds d'investissement, que ce soit à Paris, Londres ou Munich, il y a beaucoup de portes qui sont fermées avant même. Donc, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le cycle de financement d'une entreprise, qu'elle soit tech ou pas, elle doit respecter ce cycle. Et donc, le fait d'avoir changé en 18 ans, c'est quoi? Avant, c'était local to local. La technologie est là aujourd'hui et nous permet de mutualiser toutes nos instructions. On est capable de travailler avec des business angels en Savoie, mais à Paris, collectivement, de la même façon qu'entre Grenoble et Grenoble. De la même façon, les fonds d'investissement viennent à nos côtés parce qu'à ce moment-là, plus on est autour de la start-up, plus de chances elle aura de réussir. Je ne dis pas qu'il faut lever beaucoup d'argent pour être à l'aise, mais il faut le faire de manière bien ciblée, comme Henri l'expliquait. Et puis parfois aussi, savoir ne pas en demander de trop parce que vous n'en avez pas nécessairement besoin. Donc, il y a tout un écosystème qui existe au niveau de l'amorçage et de l'accompagnement de l'innovation. Et encore une fois, je le dirais, ici en Isère, à Grenoble, Alpes, Métropole, et dans tout le sillon alpin, on a juste
énormément de chance de ce que l'on a avec le CEA, le CNRS, l'INREA, les écoles et tous les instruments des grands groupes également. Ça, c'est l'alignement vertueux qu'on exprime ici dans Tech Fest. Alors, on va arriver sur des questions extrêmement concrètes. Hein, vous ne m'en voudrez pas. Olivier, ce moment où vous avez besoin des business angels, dites-nous clairement, on est entre nous, vous voyez, on n'est pas très nombreux, puis c'est absolument pas diffusé ensuite. Vous avez eu besoin de combien ? Nous, c'était assez variable. Déjà, rien que répondre à cette question, c'est compliqué. Quand on ne vient pas de ce monde-là, on ne sait pas exactement. On essaye de faire des projections, mais on n'a pas l'expérience pour les faire. Donc, on commence à aller voir les business angels. On raconte une histoire, on donne quelques montants, on imagine. Nous, on avait un panel une fourchette entre 50 000 et 200 000 euros, mais on ne savait même pas calculer, on va dire, notre valorisation, savoir toutes ces choses-là. Donc en fait, on l'a fait ensemble. Et là où c'est très différent d'un fonds, c'est que les gens nous accompagnent dans une optique de réussite de notre côté et pas de la réussite d'un fonds, par exemple. Donc ça veut dire qu'ils ont un intérêt partagé avec nous de nous emmener vers quelque chose qui fonctionne. Et ça, c'est très différent dans la mécanique. Et en fait, c'est assez curieux comme façon de faire, mais c'est très logique. On établit notre valorisation avec les business angels qui eux-mêmes vont investir par la suite. Ça veut dire qu'on va discuter ensemble pour trouver une méthode de valorisation, une façon de faire, et ensuite se mettre d'accord sur un chiffre, en discuter. C'est un petit peu, si vous voulez, une façon de s'essayer à estimer la valeur de ce qu'on fait pour aller plus tard éventuellement vers des fonds, mais c'est quelque chose qui est fait à deux, quoi. Très bonne réponse, et justement, ça me rappelle une anecdote. Quand on a préparé, ça vous concerne, Henri, c'est le moment du premier pitch qui s'est fait, si mes souvenirs sont bons, dans un bar où vous buviez un verre, c'est ça ? Parce qu'il faut qu'on arrive aussi à expliquer comment ça se fait, ces choses-là. C'est pas aussi, on n'est pas au cinéma. Dans la vraie vie, dites-nous comment ça s'est passé dans la vraie vie. Alors, je vais répondre à celle-là, parce que peut-être il n'a pas tout vu, puisqu'on l'avait mis dans une salle. Et en 40 minutes, il y a 8 startups qui ont pitché pendant 5 minutes chacune. En 40 minutes, dans un lieu assez innovant, où il y avait une table de ping-pong et un bac à sable pour faire de la pétanque, eh ben, on a fait pitcher 8 startups, toutes dans des domaines différents. Et puis quelques mois après, eh ben, elles ont continué à venir nous voir pour faire un investment pitch, là où les questions sont beaucoup plus solides. Et puis, de manière virtualisée, sur notre plateforme virtualisée, on décide de nos investissements et de nos accompagnements. Je vais laisser Henri répondre, parce que ça, c'est mon premier souvenir de ton pitch. C'était 5 minutes et pas plus. Ça s'est passé comme ça, Henri ? Oui, alors c'est un exercice qui n'est pas du tout évident, hein, de raconter, surtout quand quelque part la base du sujet n'est pas extrêmement simple. Bah là, vous l'avez très bien fait. Hein. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai tout compris, donc c'est bon signe. Mais bon, vous n'avez pas vu les chiffres, vous n'avez pas vu en fait un BA comme quelque part. C'est pas non plus, il fait pas ça pour perdre de l'argent. Il a quand même envie de savoir que quelque part à la fin, il y a des chances de récupérer sa mise et de préférence un peu plus que sa mise. Donc en fait, il y a un challenge dans la présentation en 5 minutes de donner envie également. Donc c'est un exercice qui n'est pas simple du tout, mais qui est tout à fait sain pour le coup. Voilà. Mais sincèrement, Philippe, je vais faire une confidence à ceux qui nous écoutent. J'ai eu la chance d'y assister une fois, mais est-ce que c'est suffisant ? Honnêtement, moi je ne pouvais pas me faire une opinion. Suffisant pour ? En temps, pour se faire une opinion, non. Pour se faire une idée. C'est ça que j'aimerais comprendre. Donc ici à Grenoble, et beaucoup en France, mais aussi aux États-Unis ou en Angleterre, où il y a 50 000 business angels, alors qu'en France, il y en a 4 500. Donc on est au début du marché en France. Premier pitch, 5 minutes de questions-réponses. Deuxième pitch, après avoir été accompagné par 2 business angels, où on travaille, comme Olivier l'a expliqué, préparer, améliorer, bonifier le projet futur. Deuxième pitch, 15 minutes et 15 minutes de questions-réponses. À ce moment-là, l'ensemble des gens qui sont dans la salle, une centaine, y compris les banques qui sont là, ouais, et nos membres disent « moi ça m'intéresse ». Et là, un sous-groupe de personnes va se créer, 5, 10, 15 personnes, des gens qui sont compétents. Par exemple, dans ton cas, des gens qui travaillaient dans la medtech et qui étaient très connectés aussi sur Lyon, sur Grenoble ou ailleurs. Et dans votre cas, des gens qui étaient dans le SaaS et dans la technologie. Et à ce moment-là, ces 10 personnes vont être en travail de négociation, de bonification et de closing. Et ce closing va permettre de lever l'argent au money day, faire en sorte que ça se fasse. Et puis, on va demander à un de ces business angels, si l'entrepreneur le veut bien, de représenter les autres dans un conseil de surveillance, par exemple, dans la durée, pour pouvoir permettre à donner et continuer à donner cet accompagnement de compétences et de connexion dans la durée. Alors, Donc, je vais ça se fait sur quelques mois. Voilà, je vais rebrouillonner un peu. C'est vraiment pas quelqu'un qui dit ouais, c'est bon, j'y crois, ton truc, c'est génial. Non. Je vais mettre 10 et dans 5 ans, je veux 20.
Non, c'est beaucoup plus, j'allais dire, humain, en fait, finalement, et incrémental. Vous travaillez ensemble, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment cette notion aussi qui différencie d'autres formes de financement. C'est que j'ai assisté une fois à l'exercice inverse. J'ai été de l'autre côté de la barrière et j'ai écouté des gens pitcher. Alors, intéressant. Ah, ça a été très, très intéressant parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas tout comprendre, parce qu'on ne connaît pas tous les domaines, c'est impossible. J'ai dû entendre 4 ou 5 personnes pitcher sur des domaines dont j'avais absolument aucune connaissance. Mais le fond de ce qui déclenche la confiance, c'est l'humain. Et finalement, j'ai compris, a posteriori, les gens qui nous ont suivis nous ont dit, voilà, dans ta façon de parler, de ta passion d'exprimer ce que tu fais, au moins de rendre ce fait de savoir faire ce que ton savoir-faire à toi et qu'il a l'air vraiment adapté au marché, je te fais confiance, on va discuter, on va aller plus loin. Et c'est vraiment cette notion humaine de confiance à petite échelle, parce qu'on se rend compte que pitcher, c'est certes une centaine de personnes, mais l'accompagnement, ça va être 2 personnes. Donc on va vraiment nouer une relation avec ces personnes, et c'est cette confiance-là qui fait qu'ils vont nous suivre derrière et aller jusqu'au closing, évidemment, où là, on va avoir les fonds par la suite. Et au closing, c'est là où ça commence aussi. Parce qu'en fait, 2015, mais aujourd'hui, on est toujours, quelques-uns d'entre nous ici, actionnaires de la société. On continue à aider quand c'est possible, quand c'est demandé. Nous sommes minoritaires, mais moi, je ne connais pas les détails de la société. Je ne suis pas investisseur de la société. Mais il faut comprendre que ça se fait dans le temps et donc dans la patience de la chose. Je vais vous poser une question, Philippe. Oui. Pourquoi vous êtes devenu Business Angel? Par amour. Non, sérieusement. Par amour du territoire, parce que quand je suis né, ma maman m'avait donné 2 jambes. Et grâce à ces 2 jambes, j'avance. Je travaille dans un très grand groupe de la technologie. Et aujourd'hui, ce grand groupe de la technologie me permet de m'intéresser à ce qui se passe autour de moi. Et donc, je me suis intéressé il y a 18 ans en faisant un premier tour de table et un premier accompagnement en 2005, quand personne ne parlait de cloud, d'investir dans une start-up grenobloise qui faisait du cloud pour les TPE. Et en fait, dans ma vision émotionnelle et intellectuelle, j'ai deux jambes, le grand groupe et la start-up. Et en fait, je me vois au milieu. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et aujourd'hui, j'avance à mieux, j'espère, travailler dans le grand groupe parce que j'ai l'agilité qu'ont les start-up. J'apprends d'elles. Et inversement, j'apporte certains éléments de structuration, de bonification, de planification à une start-up dont elle aura besoin. Ça part du concept qui est quelle est la start-up qui aujourd'hui ne veut pas être un grand groupe? J'espère aucune. Et quel est le grand groupe qui ne doit pas être agile comme une start-up pour pouvoir continuer à grandir? Aucune non plus, parce que le monde il a changé grâce à la technologie. Donc, moi, c'est pour ça que je suis Business Angel. En gros, ça vous sert dans les 2 sens. C'est ma famille à Grenoble, en fait. D'accord. Henri, ça se passe comme ça avec eux aujourd'hui encore? Vous êtes aussi proche que ça discute, ça travaille, ça engueule un peu des fois? Alors en fait, mon cas est un tout petit peu particulier parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens que je connais dans cette association et en l'occurrence, moi, je suis peut-être un petit peu moins à la recherche d'un accompagnement très tactique parce que j'ai quelques années de plus qu'Olivier et que j'ai vécu un certain nombre de choses. En revanche, le contact... Alors déjà, le closing n'est pas fait, c'est en cours pour nous. Donc le closing, les choses sont à peu près finalisées, mais le closing n'est pas fait. Et en fait, l'intérêt pour moi d'être en contact avec les BA, c'est plus d'être en contact avec des gens que je connais, dans lesquels j'ai confiance, avec lesquels je peux échanger des idées, etc. Parce que bon, le cas est un peu particulier, la société est un peu plus développée, le montant recherché est plus élevé, etc. C'est un cas qui est un petit peu différent. Voilà. Mais vous m'éclairez sur un sujet, parce que Philippe parle d'acteurs du territoire, etc. Et puis cette histoire d'amour. Alors évidemment, Philippe, nous le connaissons un peu, il élève toujours les discussions. Mais au fond, ce que je perçois, et encore une fois, je brouillonne et je dis des mots un peu populaires, mais finalement, vous êtes entre gens de bonne compagnie, des copains, vous vous aidez les uns les autres, et puis, j'ai pas envie de dire tant mieux si ça marche, mais c'est quoi? C'est plus une histoire d'association, d'amis, ou c'est quand même à un moment une vraie histoire de business? Je dirais que c'est les deux. Je dirais que c'est les deux. En fait, quand quelqu'un fait le geste d'investir dans une start-up, même si ce n'est pas une somme énorme, il a envie de récupérer sa mise, il a envie de s'intéresser au business, il a envie que tout ça se développe. Et s'il a la possibilité d'aider, il va le faire. Et puis, à côté de ça, l'aspect humain dont parlait Olivier, il est très prégnant également. C'est très sympathique d'être à plusieurs, de parler du futur. Donc, je dirais qu'il y a les deux aspects. Et je vais juste rajouter, on n'est pas dans le love money. Alors, juste expliquez ce que c'est. Alors, le love money, c'est l'argent des gens qui viennent par amour. Les gens qui vous donnent de l'argent les yeux fermés. Oui, la famille. La famille, ouais. Friends, Family and Founders. Nous, on est les artisans de l'accompagnement et donc du financement aussi. On apporte nos financements, nos données personnelles et on fait en sorte que la BPI,
les banques privées puissent accompagner également, et puis lier vers la suite. Mais on ne fait pas du love money. Donc c'est pas juste ça. On est quand même en train de regarder, comme tu le disais, comment ça va se passer, est-ce qu'il y a vraiment un potentiel. Moi, à titre personnel, j'investis sur 2 critères principaux. Un, mon nez. Est-ce que je pense que l'équipe est vraiment cohérente? Et mon nez, de ce que je pense, moi, de ce que le marché sur lequel ils vont aller est quelque chose qui va les emporter plus loin. Après, chaque business angel va avoir ses propres critères de choix, puisque on investit collectivement tous ensemble, mais chacun en prend la décision pour soi. Donc, voilà, c'est assez humain dans l'accompagnement, dans la façon de faire, mais il y a quand même des aspects techniques à l'accompagnement que l'on propose. Bien, alors on a compris que effectivement il y a beaucoup de bienveillance, parfois des amitiés, c'est une association, etc. À partir du moment où vous avez réussi à séduire les business angels l'un et l'autre, ok, c'est-à-dire que vous avez trouvé des gens qui vous font confiance. Est-ce que c'est ça qui va déclencher les financements des fonds, les financements de la BPI, les financements des banques classiques, ou est-ce que ça arrive après? Finalement, c'est un passeport ou c'est un coup de main, un bol d'air? Alors je vais répondre en premier. Allez-y. Je pense qu'il y a une notion, la première chose, donc c'est effectivement une association de proximité, etc. Chez nous, ce qui a été important, ça a été la faculté de nous challenger. Ça veut dire que les gens, quand on avait ces apéros dans nos locaux le soir, quand tout le monde sortait du bureau et nous rejoignait, c'était de nous dire vous en êtes où à tel endroit. L'envie de réussir, elle est partagée. Et donc, il y a du challenge. Et je pense que c'est un autre élément aussi humain des angels, c'est qu'ils sont investis à titre personnel et ils veulent que ça marche. Et donc, ils apportent cette expérience et ils veulent notre réussite et ils nous challengent. Des fois, on a eu des discussions, on va dire animées, mais toujours dans cet esprit d'aller au-delà, de franchir un cap. Et donc ce challenge un petit peu qui est des deux côtés finalement entre les fondateurs et les business angels, ensuite nous permet de nous préparer aux étapes suivantes, de déverrouiller effectivement avec la banque. En l'occurrence, ça s'est passé vraiment dans les mois ou semaines qui ont suivi le déblocage des fonds des business angels. Et là, on a eu effectivement une banque locale qui nous a suivis, qui nous a dit voilà, je vais adosser un prêt de la dette par-dessus le montant des business angels, nous permettant d'avoir un package qui était à un niveau qui nous a suffi à nous financer pendant 1 an pour effectuer le pivot et ensuite régénérer nous de l'argent de par la vente du logiciel dont on avait mis 1 an à développer, quoi, en très simplement d'un point de vue très pragmatique. Et vous, Henri, parce que vous n'êtes pas au même niveau de votre parcours? Alors, on n'est pas au même niveau au moment de l'investissement. Il s'est bien développé entre-temps, bien sûr. Je voudrais juste revenir sur une notion de BA, parce qu'il se trouve que le club de l'association de BA de Grenoble, sous l'impulsion de Philippe, a beaucoup évolué ces dernières années. Et autrefois, on voyait beaucoup de gens, effectivement, qui avaient vendu leur entreprise, qui avaient une assez grosse surface financière, etc. Maintenant, la population est assez différente. On voit des gens qui arrivent avec des plus petits tickets parce qu'ils sont encore en activité, ils sont jeunes, ils ont des charges de famille, etc. Mais ils sont complètement dans la vie professionnelle et ils mettent un petit ticket et ils apportent plein de choses supplémentaires parce qu'ils sont encore en plein dans la vie professionnelle. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est pas réservé, pardon, encore une fois pour les mots, Absolument. c'est pas réservé aux gens qui ont une fortune personnelle. Oui. Est-ce que je peux commenter sur cela? Mais bien sûr, Philippe. Deux choses. Pourquoi les banques déroulent derrière? Parce qu'à notre bilan d'association, on a 10 000 heures de bénévolat. Et vous savez que les banques, pour faire des prêts, analysent le risque. Les 10 000 heures de bénévolat de nos 3C, personnes physiques ayant une vie professionnelle, dérisquent les dossiers pour les banques. Donc on a de très bonnes relations pour faire cela. Et donc ça permet techniquement de faire ça et d'être à plusieurs pour accompagner cette entreprise. Ensuite, ce que tu dis, Henri, c'est très gentil parce que moi, je suis président bénévole, même si j'étais membre de l'association depuis 18 ans et que j'ai fait le premier accompagnement en 2005. Je suis président seulement bénévole depuis 1 an et j'ai voulu effectivement faire une projection sur les 3 prochaines années avec la possibilité d'avoir plus de membres pour démocratiser la façon de faire aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas la taille du ticket qui est important, c'est l'effet collectif de ce que l'on peut faire. Le fait de travailler avec les business angels en Savoie, dans la Drôme, on a une alliance stratégique sur tout le sillon alpin et à Paris ou ailleurs, c'est plus simple aujourd'hui. Première chose. Ensuite, les partenariats, ils sont des partenaires de longue date. Nous avons des partenariats de Grenoble Angels et des banques depuis plus de 15 ans. Donc, j'ai rien inventé, mais j'ai fait en sorte qu'ils puissent continuer à nous aider et qu'on fasse ça dans la durée. Et notre apport à l'écosystème de l'amorçage et de l'innovation, il est proportionnel au nombre de membres que l'on a. Donc, les tickets
si vous avez posé la question, c'est quoi? Un business angel va pouvoir mettre un ticket parfois de 5 000 euros, un autre va pouvoir mettre de 300 000 euros, mais 5 000 euros, quand vous savez qu'aujourd'hui ça peut être défiscalisé à 50%, ça vous coûte 2 500 euros avec la possibilité de faire un accompagnement, apprendre plein de choses. Pour moi, je considère parfois que j'apprends beaucoup plus en faisant cet accompagnement-là, et ça prend du temps, et puis les 2 500 euros, peut-être que je les oublie à un moment donné. Alors, on va juste abaisser un petit peu le micro parce qu'on vous entendra mieux si vous le mettez. Voilà. D'accord. Mais un petit mot sur la fiscalité parce qu'elle a changé il n'y a pas longtemps, je crois. Oui. J'ai pas tout compris, mais il va falloir nous expliquer quand même. Maintenant? Ouais, maintenant, mais 2 minutes. Hein. Alors, c'est un pitch, Philippe. Oui, projet de loi de finances 2024. La mission MIDI, sur laquelle la France Angels avait été consultée, propose des changements de loi de finances pour accélérer le financement des jeunes entreprises innovantes en créant les statuts de jeunes entreprises innovantes de croissance ou deep tech, de rupture. Si vous êtes une personne physique qui investit au capital en amorçage auprès de start-up, donc de jeunes entreprises innovantes de croissance, vous allez pouvoir défiscaliser à hauteur de 30% de votre impôt. C'est-à-dire que si vous mettez 10 000 euros, l'État vous en rend 3 000 sur les impôts de l'année. Si c'est une entreprise jeune entreprise innovante, deep tech, de rupture, c'est 50%. Donc si vous investissez 4 000 euros, vous avez un chèque de l'État de 2 000 euros pour défiscaliser. Ça, l'objectif est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de business angels, qu'en 3 ans, on multiplie par 5 le nombre de business angels et qu'on se rapproche de méthodes qui existent en Angleterre ou aux États-Unis, où je vous disais qu'il y a 45 000 business angels alors qu'on est 4 500 en France, pour faire passer des investissements financiers des personnes privées de 65 millions l'année passée de France Angels à 300 millions dans 3 ans. Alors, il nous reste 5-6 minutes. On a raconté ces belles histoires, hein, mais il y a quand même un moment dans la vie, dans la relation avec un business angel, et il y a un moment où ça s'arrête. Alors, je vous souhaite d'être accompagné pendant 20 à 30 ans, mais un business angel rentre, il fait le job, et théoriquement, à un moment, il sort. Et cette fameuse sortie, en fait, Philippe, elle est assez protéiforme. C'est pas toujours une sortie glorieuse, c'est pas toujours une sortie... on va dire, allez, c'est pas toujours un super coup, hein, pardon pour les mots, mais ce moment-là, à quel moment dans la tête d'un business angel on dit, allez, on sort? Alors, ça c'est une belle question, mais ça démontre que vous êtes venu qu'une seule fois à nos plénières. Je l'avoue. C'est que, en fait, on n'a pas le choix du moment de la sortie. On va être dépendant de la relation qu'on aura construite dans le temps. Peut-être qu'on ne voudra pas sortir, peut-être que l'entrepreneur voudra vous faire sortir, peut-être que l'entreprise va vendre sa société à un groupe industriel ou qu'un fonds d'investissement ne voudra pas vous voir dans la table de capitalisation future et que donc c'est le fonds d'investissement qui va vous faire sortir. Ou que la société n'existe plus. Et si la société n'existe plus, techniquement ça peut vouloir dire qu'elle est décédée et que donc nous aussi on part les pieds en avant et que donc on a tout perdu de ce qu'on a donné. Et c'est ça. Notre positionnement, c'est qu'on est à côté de l'entrepreneur dans le temps et pas en face, mais à côté. Et donc lui, il perd son outil, son projet. Nous, on perd la même chose à ce moment-là. Donc il y a différentes façons de sortir, mais on ne maîtrise pas les horloges du temps. Ça sera vraiment la relation qu'on aura mis en place avec l'entrepreneur qui va faire qu'on sortira ou pas. Mais je vais donner des exemples qu'on a fait quand même à Grenoble. Wisby, Made in Design, Fluoptics, des startups comme celle-là. Wisby, on a eu des opportunités. C'est un jeune, une solution qui a été le portail pour aider les jeunes à trouver de l'emploi face au Covid. Fluoptics, qui a été vendu à un groupe industriel suédois. Et Made in Design, qui a été vendu au groupe qatari propriétaire du Printemps. Dans ces cas-là, on a des opportunités de sortie. À nous de voir si c'est bon ou pas bon. Alors, vous le regardiez, vous aviez l'air un peu inquiet, mais j'espère que ça va. Hein. Parce qu'il n'a pas dit qu'il partait tout de suite. Hein. C'est très bien résumé. J'allais dire, finalement, c'est entièrement dépendant de ce qui va se passer dans la vie de l'entreprise. Nous, aujourd'hui, on n'a pas encore fait ce qu'on appelle un premier round vis-à-vis d'un fonds d'investissement parce qu'on n'en a pas eu besoin. Finalement, depuis les business angels, on est rentable et on a notre propre réseau et tout va bien. On les conserve, il n'y a pas de souci, mais on sait très bien que si le jour arrive où on va aller voir un fonds et il y aura des valorisations à plusieurs dizaines de millions, habituellement, le fonds il va dire bon, la table de capitalisation, je vais la simplifier, on va reprendre tout le monde et on va tout racheter nous-mêmes. Ou si on se fait racheter par une grosse entreprise, ça sera exactement la même chose. Donc, effectivement, on n'est pas maître du temps réellement quand on est angels là-dessus, parce que ça dépend de l'entrepreneur, ça dépend de ce qu'il veut faire avec la société, la revendre, faire une levée de fonds et ce genre de choses. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance. Par contre, nous, à l'heure actuelle, depuis 2015, les angels sont toujours membres de notre capital. Ils font toujours partie du capital de
de la société et on essaye de se voir à minima une fois par an quand on fait le bilan pour leur expliquer où on en est, etc. Puis après, avec certains, on a des relations, on va dire, on va se voir plus souvent. Voilà, c'est très, il n'y a pas de guide particulier, c'est vraiment en fonction des relations humaines qu'on a tissées au fur et à mesure des années avec ces angels. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas vraiment un petit peu parlé de l'aspect réseau, mais il est très important parce que nous, ça nous a permis de connaître des gens qui nous ont mis en relation avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément des angels d'ailleurs, mais qui nous disent ben voilà, peut-être que par rapport à ce que tu fais dans le logiciel, il faut aller voir OVH, il faut aller voir telle ou telle société. Et ça, pour nous, ça a été aussi quelque chose d'important, c'est de nous mettre en relation avec des personnes pour élargir nos horizons, de ne pas être que forcément uniquement à l'échelle locale, quoi. Alors, le réseau, c'est bien, effectivement. C'est une des forces. Je rappelle que les 3C, parce que Philippe le dit dans le langage courant, mais c'est capital, compétence et connexion. On va devoir conclure. Si vous deviez changer quelque chose dans la relation que vous avez avec les questions pièges, c'était pas préparé, avec les business angels, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'ils vous apportent de différent, qui n'apportent pas aujourd'hui? On a vu, capital, compétence, connexion. Il y a peut-être quelque chose qui manque ou vous pensez qu'on est dans la bonne formule? Moi, de ce qu'on a vécu depuis un moment, depuis le fait qu'on ait levé des fonds avec les Business Angels, rétrospectivement, on aurait pu essayer d'avoir une somme plus importante, mais finalement, c'est pas ce qui a compté dans la vie de la société. A posteriori, presque 10 ans après, ce qui a compté, ça a été l'accompagnement. Donc, même avec le recul d'aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas grand-chose à changer, ça s'est très bien passé et ça a été vraiment pour nous une vraie bascule, pas qu'en termes de produits, mais en termes de maturité dans l'entreprise qui a été apportée par les conseils donnés par les gens qui nous ont suivis chez les Business Angels. Henri, vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument. Puis en fait, le commentaire que je voudrais faire, c'est que quand il y a des choses qui sont difficiles, il y a une flexibilité pour les changer. L'exemple que je peux donner, c'est que dans notre cas particulier, le dossier a suscité un certain intérêt et ça posait un problème d'accueillir dans le tour de table trop de personnes. Ça aboutissait à une table de capi qui était trop compliquée. Donc on a demandé au BA s'ils voulaient bien résoudre ce problème en rentrant tous dans une société holding qui fait qu'ils ne représentent qu'une seule ligne dans la table de capi. Voilà, ça typiquement c'est un problème qui peut y avoir en faisant rentrer des BA dans son tour de table. Et ben le problème, on arrive à le résoudre entre gens raisonnables quand il y en a. Et c'est un exemple parmi d'autres. Je pense que c'est une organisation qui est flexible et donc en fait qui est là pour résoudre les problèmes quand ils se posent. Philippe, une conclusion? Oui, alors on a beaucoup parlé des 3C, mais pour ma part, je parle beaucoup des 3 E, l'estime, l'efficacité et l'efficience. On essaye d'être efficace parce qu'on est bénévole, d'être efficient parce qu'on est au service de l'entreprise qu'on en accompagne, mais on ne le fait pas tout seul, on le fait avec nos partenaires. Et donc on souhaite avoir l'estime de nos partenaires, que ce soit des banques, des incubateurs, la French Tech, le CEA qui nous propose beaucoup de dossiers. Donc les 3 E sont trop importants. Mais en conclusion, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, le monde il est en pleine mutation. On parle tous de mobilité verte, d'énergie différemment. Et donc, je souhaite proposer le concept des 3 R qui part du concept de robustesse et de réalisme pour pouvoir être résilient. C'est quoi la robustesse? C'est de fonctionner en sous-régime. Et le réalisme, c'est d'être au contact du terrain, des entrepreneurs le plus possible. Et donc, d'être en réalisme de ce que l'on peut apporter, comprendre qu'on n'est que petite association de bénévoles en amorçage, et la multiplication ou la somme de ces 2 R vont apporter la résilience à la fois de l'association, mais de notre planète en fait. Et donc, voilà, 3C, 3E, 3R, vous en faites ce que vous voulez et jouez au dé. Eh bien moi, en conclusion, je veux dire aux Grenoble Angels que je vous remercie au nom des organisateurs de Tech Fest parce que depuis le premier jour, vous êtes à nos côtés, depuis les premières discussions et que parfois on a échangé. Et j'ai pu goûter ce plaisir d'avoir cette confrontation, parfois même le côté un peu engueulade. Mais ça va peut-être avec la personnalité du président, allez savoir. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi. Merci d'être venus aussi nombreux à Tech Fest. On est très heureux de vous voir. Restez avec nous, profitez. Très belle fin d'après-midi. Merci. Merci à vous tous. Merci à tous.